Quelle est la chose la plus folle qu'un membre de ta famille t'ait exigée? Après 7 mois de tentatives infructueuses, mon mari Kyle et moi avons annoncé que j'étais enfin enceinte. Tout le monde a applaudi, sauf ma sœur Jacqueline, qui a fracassé son verre de vin contre le comptoir en marbre. « Comment oses-tu » a-t-elle hurlé. « Tu sais depuis combien de temps j'essaye d'avoir un bébé. Je mérite d'être la première. » Maman a bien essayé de lui dire que les jeunes de 19 ans ne sont pas prêts pour un bébé. Mais Jacqueline a refusé de céder. Elle a pris son sac à main et est partie en claquant la porte, en criant que j'avais 1 semaine pour avorter ou qu'elle appellerait la police. Le lendemain matin, elle s'est présentée à notre porte avec des pages imprimées de cliniques d'avortement, les poussant sur la poitrine de Kyle alors qu'il était encore en caleçon. Je lui ai pris des rendez-vous dans 3 endroits différents. A-t-elle annoncé à tout notre quartier. Il suffit qu'elle en choisisse un. Quand Kyle a déchiré les papiers, elle a appelé toute la famille pour exiger une intervention d'urgence. Ce dimanche-là, 23 membres de la famille se sont entassés dans le salon de maman, pendant que Jacqueline se tenait près de la cheminée comme si elle donnait une conférence TED sur la raison pour laquelle je ruinais sa vie en ayant un bébé avant elle. En fait, elle avait un PowerPoint. Notre oncle Jeffrey, qui est avocat, lui a finalement dit qu'il n'y a pas de précédent légal pour forcer quelqu'un à avorter parce que tu veux être enceinte en premier. Elle m'a pointé du doigt, des larmes coulant sur son visage, et a dit « Si elle n'avorte pas d'ici lundi, je ne parlerai plus jamais à aucun de vous. » Mais nous l'avons prise au mot et nous 23 lui avons dit « Vas-y Félicia !» Elle est partie en sanglotant et nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle pendant un long moment. 7 mois après ma grossesse, nous avions ma baby shower quand la porte s'est ouverte en grand. C'était Jacqueline. Elle est entrée la main posée sur un ventre énorme, portant un t-shirt qui disait « Premier petit enfant en cours de chargement ». Tout le monde est resté silencieux. Maman a laissé tomber le couteau à gâteau. « Surprise, je suis presque à terme », a-t-elle annoncé, en faisant un tour sur elle-même pour que tout le monde puisse voir. Je suis tombée enceinte juste après cette horrible réunion où vous m'avez tous trahi. Il me reste 10 semaines avant d'accoucher. Personne n'a été impressionné. Et quand j'ai décidé de l'agacer et que j'ai mentionné ma date d'accouchement, qui était 8 semaines plus tard, son visage est devenu rouge de colère. Elle m'a attrapé le bras et m'a murmuré que les dates n'avaient pas d'importance parce qu'elle s'assurerait que le sien naisse en premier, puis elle est partie avant que quiconque puisse répondre. Ma mère m'a appelée ce mardi-là, en larmes. Elle avait appris par la colocataire de Jacqueline que cette dernière prenait des substances pour provoquer l'accouchement, achetées sur un site web en Roumanie, risquant la vie de son bébé pour accoucher avant moi. Maintenant, Jacqueline était en soins intensifs, mais pas à cause des substances. Il s'avère que Jacqueline avait trouvé une fille sur Craigslist dont la mère était sage-femme aux Philippines et avait payé cette fille pour lui faire une césarienne dans son salon. La fille refusait, disant que Jacqueline n'avait que 31 semaines, mais ma sœur l'a menacée de le faire elle-même avec des couteaux de cuisine si elle ne l'aidait pas. Elles ont utilisé des cutters stérilisés à la vodka. Jacqueline a perdu tellement de sang que son voisin l'a vu couler sous la porte de l'appartement. Le bébé est en quelque sorte sorti vivant, mais il était violet et respirait à peine. Ils ont failli mourir tous les deux dans l'ambulance. Le bébé est allé directement en unité de soins intensifs avec un ventilateur et Jacqueline a eu besoin d'une hystérectomie totale. Elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Quand elle a repris conscience, la première chose qu'elle a faite a été de m'appeler depuis son lit d'hôpital. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle haleté à travers son masque à oxygène. « Mon bébé est en train de mourir parce que tu n'as pas pu attendre que j'ai un enfant. » La chose la plus folle dans tout ça, c'est que maintenant qu'elle se battait pour sa vie, la famille s'est soudainement divisée en deux. Une moitié pensait qu'elle avait perdu la tête, mais l'autre pensait en fait que j'aurais dû retarder l'annonce de ma grossesse pour ne pas la blesser. Une tante a même dit que j'aurais dû simplement avorter, mais tout le monde était d'accord sur une chose. Nous devions tous être là pour le bébé malade. Ma propre grossesse a été mise de côté. Cela ne me dérangeait pas trop. Cependant, mon bébé était le mien et celui de mon mari, pas celui de ma mère. C'était juste pénible que chaque fois que je mentionnais quelque chose d'excitant, la conversation était détournée. 3 jours avant ma date d'accouchement, j'ai été admise pour surveillance. Le bébé de Jacqueline était toujours dans un état critique. Le médecin a dit que les 48 prochaines heures détermineraient s'il survivrait. Le plus effrayant, c'est que je pouvais la voir à travers la porte de ma chambre, debout dans le couloir entre l'unité de soins intensifs pour nouveau-nés et la maternité, et elle ne regardait ni les chambres ni les infirmières qui passaient. Elle regardait directement mon ventre avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Demain matin, on va me provoquer l'accouchement. »
Jacqueline connaît l'heure exacte. Elle a posé des questions aux infirmières sur l'emplacement des salles d'accouchement et si elles laissèrent parfois les bébés sans surveillance. L'unité de soins intensifs pour nouveau-nés est un étage en dessous de la maternité. Si son bébé ne passe pas la nuit, je ne sais pas ce qu'elle fera quand le mien naîtra en bonne santé le matin. Il a dit que Sterling Waite avait fait une déclaration complète sur la façon dont il avait trouvé Jacqueline saignant dans la salle de bain et avait appelé le 911. Et que la femme qui avait pratiqué la chirurgie avait tout avoué. Elle a dit à la police que Jacqueline l'avait menacée de se blesser si elle ne l'aidait pas et leur a montré les textos où Jacqueline disait qu'elle utiliserait des couteaux de cuisine si nécessaire. Cyrus a dit que les preuves étaient accablantes et que des accusations seraient définitivement portées une fois que le procureur aurait examiné le tout, ce qui se produirait probablement dans une semaine. Il a également mentionné que Jacqueline pourrait faire face à des accusations, une fois qu'elle serait suffisamment mentalement stable pour être jugée, mais que cela pourrait prendre des mois. Olympia est revenue cet après-midi-là avec un dossier différent et un doux sourire. Elle a dit qu'elle avait besoin de me faire une évaluation de santé mentale post-partum, ce qui m'a semblé étrange car nous savions toutes les deux que mon stress n'était pas celui d'une nouvelle mère typique. Elle m'a posé des questions sur le sommeil, l'alimentation et les pleurs, puis a reconnu que ce qui se passait était bien au-delà de la normale et qu'elle voulait me mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait aider. Elle avait déjà arrangé qu'une thérapeute spécialisée dans les traumatismes vienne me voir demain, ici même dans la chambre d'hôpital, pour que je n'aie pas à quitter le bébé. Alors qu'elle terminait ses notes, mon téléphone a vibré avec un message texte de ma tante disant que je devrais m'excuser publiquement pour maintenir la paix et penser à l'unité familiale. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai juste montré à Kyle, qui a attrapé mon téléphone et a bloqué son numéro en marmonnant quelque chose sur le fait que les gens sont fous. Francis a fait irruption par la porte, l'air en colère et essoufflé. Quelqu'un avait essayé d'entrer dans notre étage en utilisant un autocollant de visiteurs volé à l'unité cardiaque. Mais la sécurité les avait attrapés dans l'ascenseur car ils ne pouvaient pas répondre aux questions de base sur qui ils visitaient. La personne s'est enfuie avant que quiconque ne puisse l'attraper. Mais nous savions tous exactement de qui il s'agissait, même si Francis ne pouvait pas le dire pour des raisons juridiques. Kyle s'est levé et a dit que c'était assez et a demandé à Cyrus de revenir immédiatement. Lorsque Cyrus est arrivé, Kyle avait déjà imprimé tout, y compris les images de sécurité que Francis avait partagées et toutes les captures d'écran, les textes et les menaces. Ils se sont assis à la petite table de ma chambre, en remplissant les papiers pour une ordonnance de non-communication d'urgence, pendant que j'allaitais le bébé et que j'essayais de ne pas pleurer. Cyrus a dit que le juge examinerait notre cas demain matin par vidéoconférence afin que je n'aie pas à quitter l'hôpital, et sur la base des preuves, nous obtiendrions certainement au moins une ordonnance temporaire. Kyle m'a serré la main pendant que Cyrus expliquait que l'ordonnance empêcherait Jacqueline de s'approcher à moins de 500 pieds de nous ou d'essayer de nous contacter de quelque manière que ce soit, même par l'intermédiaire d'autres membres de la famille. La porte s'est ouverte et le docteur Sanford est entré avec un porte-bloc et avait l'air moins inquiète qu'avant. Elle a rapproché une chaise de mon lit et a commencé à expliquer que le bébé de Jacqueline allait mieux qu'hier. En fait, il respirait par le ventilateur pendant quelques minutes à la fois. Les chiffres sur ces graphiques augmentaient lentement. Et bien que ce ne fût pas un rétablissement miraculeux, c'était certainement des progrès. J'ai serré ma fille contre moi, et j'ai ressenti ce mélange étrange de soulagement et de culpabilité, car j'avais prié pour ce bébé, même si sa mère voulait blesser le mien. Kyle m'a serré l'épaule pendant que le docteur Sanford nous montrait les graphiques et indiquait les niveaux d'oxygène qui s'amélioraient. Environ 1 heure plus tard, une femme différente a frappé et est entrée avec un badge qui disait « Service de protection de l'enfance ». Elle s'est assise avec un dossier épais et a commencé à demander si nous avions envisagé de prendre en charge le bébé de Jacqueline s'il survivait mais ne pouvait pas rentrer chez elle en raison de l'enquête criminelle. Tout mon corps s'est figé et j'ai regardé Kyle, qui secouait déjà la tête. La travailleuse a continué à parler de placement chez des parents et de préservation de la famille, pendant que je sentais que je ne pouvais pas respirer car je venais d'accoucher hier, et maintenant il voulait que je prenne en charge un bébé prématuré malade, dont la mère nous menaçait. Kyle s'est levé et a dit fermement, mais poliment, que nous devions nous concentrer sur notre propre nouveau-né et que prendre en charge un bébé médicalement fragile tout en faisant face à des menaces continues serait dangereux pour toutes les personnes impliquées. La travailleuse a noté quelque chose et a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle devait documenter qu'elle avait demandé. J'ai commencé à pleurer de soulagement parce que Kyle avait dit ce que je ne pouvais pas dire à voix haute.
Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard, et c'était maman qui sanglotait et nous suppliait de reconsidérer le placement chez des parents. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était la seule façon de garder le bébé de Jacqueline dans la famille et peut-être d'aider Jacqueline à ne pas perdre complètement la tête. Je lui ai dit qu'il y avait d'autres membres de la famille qui pouvaient aider, qu'elle avait des frères et des cousins qui n'avaient pas juste eu un nouveau-né et qui n'étaient pas menacés. Maman a dit qu'aucun d'eux ne le ferait et que nous étions la seule chance du bébé. Mais j'ai dû raccrocher car je ne pouvais pas supporter le sentiment de culpabilité en plus de tout le reste. Francis a fait irruption par la porte environ 1 heure plus tard avec 2 autres agents de sécurité derrière lui. Ils avaient Jacqueline entre eux et elle criait de toutes ses forces que nous volions la seule famille de son bébé et que nous détruisions sa vie à dessein. D'une manière ou d'une autre, elle avait réussi à passer le comptoir et était arrivée jusqu'à notre chambre avant d'être attrapée. Les autres patients des chambres voisines regardaient par leur porte, l'air terrifiés, tandis que Jacqueline continuait de crier que nous étions des meurtriers et des voleurs. Francis et les gardes l'ont traînée vers l'ascenseur pendant qu'elle donnait des coups de pied et criait tout le long. Je me sentais mal que toutes ces autres nouvelles mamans essayant de se rétablir aient dû subir ce chaos. Un psychiatre est apparu en 30 minutes et nous a posé des questions sur ce qui venait de se passer avant d'aller évaluer Jacqueline. Il est revenu 2 heures plus tard et nous a dit qu'elle présentait des signes de psychose postpartum combinés au traumatisme de l'état de son bébé et aux conséquences de ses actions. Il avait déjà commencé les démarches pour une mise en observation psychiatrique involontaire, ce qui signifiait qu'elle serait transférée dans la salle de psychiatrie et ne pourrait pas partir avant d'avoir reçu son congé des médecins. La travailleuse des services de protection de l'enfance est revenue cet après-midi-là et a précisé qu'ils envisageaient toutes les options pour le bébé, y compris la famille de son père, qui vivait dans un autre État. Elle a dit que nous n'étions en fait pas la première option et qu'elle devait simplement documenter qu'elle avait exploré toutes les possibilités. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai failli vomir car j'imaginais essayer de m'occuper de 2 bébés, tout en regardant par-dessus mon épaule, au cas où Jacqueline viendrait. Le lendemain matin, c'était notre audience d'ordonnance de non-communication et ils ont apporté tout ce matériel vidéo pour que je n'aie pas à quitter la chambre. Le juge est apparu à l'écran et a examiné toutes les preuves que Cyrus avait présentées, y compris les images de sécurité et les menaces documentées. Il a posé quelques questions sur des incidents spécifiques et si nous pensions que notre sécurité était menacée. Après 20 minutes, il a prolongé l'ordonnance temporaire à 1 an complet, avec des sanctions pénales si elle était violée. Il a clairement indiqué que toute tentative de contact entraînerait une arrestation immédiate une fois qu'elle serait sortie de sa mise en observation psychiatrique. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai commencé à trembler, et Kyle a dû répondre aux dernières questions du juge. Après l'audience, Kyle a demandé à Francis de lui montrer exactement quoi faire si l'alarme de sécurité du bébé était déclenchée. Ils ont passé 1 heure à passer en revue tout le scénario, Francis lui montrant les zones sûres et les procédures d'urgence. Kyle s'est entraîné encore et encore jusqu'à ce qu'il l'ait mémorisé et qu'il sache exactement où aller et quel bouton presser. Le voir prendre cela si au sérieux et travailler si dur pour nous protéger m'a fait l'aimer encore plus que je ne l'aimais déjà. Cet après-midi-là, je me suis assise avec mon téléphone et j'ai enregistré tout ce qui s'était passé depuis le début. J'ai parlé pendant près de 2 heures, repassant chaque menace et chaque incident avec des dates, des heures et des détails spécifiques. J'ai sauvegardé l'enregistrement dans 3 endroits différents, y compris en l'envoyant à l'oncle Jeffrey et en le téléchargeant sur un compte cloud que Kyle avait configuré uniquement pour les preuves. Avoir mon propre dossier de tout cela m'a fait me sentir moins impuissante et plus en contrôle de ce qui nous arrivait. La planificatrice de sortie a frappé à notre porte le lendemain matin avec un dossier épais et un air inquiet. Elle a étalé des cartes sur mon lit, montrant différents itinéraires de l'hôpital à notre maison, avec certaines rues mises en évidence en jaune. Elle a expliqué que celles en jaune étaient les plus publiques et avaient le plus de caméras au cas où nous aurions besoin de preuves que quelque chose se passait. Kyle a pris des photos de tout avec son téléphone, pendant qu'elle notait le numéro direct de la centrale de police qui contournerait les opérateurs réguliers du 911. Elle nous a donné des cartes à remettre à nos voisins avec une photo de Jacqueline et des instructions pour appeler la police si nous la voyions près de notre propriété. Tout donnait l'impression que nous étions mis sous protection des témoins plutôt que de simplement ramener notre bébé à la maison de l'hôpital. Francis est passé pendant qu'elle était encore là et a ajouté son numéro de téléphone portable personnel à notre liste de contacts d'urgence. Il a dit qu'il avait déjà parlé à la société de sécurité qui surveille notre quartier pour ajouter des patrouilles supplémentaires près de notre maison. 3 jours plus tard, alors que nous étions enfin autorisés à rentrer chez nous,
Kyle a vu son cousin Jefferson assis dans une voiture dans le parking des visiteurs avec un grand appareil photo. Francis a vérifié les moniteurs de sécurité et a confirmé que Jefferson était là depuis 2 heures à attendre que nous sortions. Nous avons emballé toutes nos affaires pendant que Francis organisait le transport d'un chariot par le personnel de maintenance à travers les couloirs de service. Le bébé est resté enveloppé contre ma poitrine sous ma veste pendant que nous suivions Francis dans des couloirs vides dont je ne savais même pas qu'ils existaient. Nous sommes passés par la cuisine de l'hôpital où le personnel levait à peine les yeux de leur travail de préparation. Kyle portait nos sacs derrière nous, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à quelques pas. Le quai de chargement sentait les vieilles poubelles et les fumées de diesel, mais notre voiture était déjà là, moteur allumé. Francis l'avait déplacée lui-même en utilisant les clés de Kyle pour que personne ne nous voie dans le parking régulier. Nous avons attaché le bébé pendant que Francis montait la garde, puis nous sommes sortis par la sortie arrière que les camions de livraison utilisent. Kyle a pris 3 virages différents en vérifiant ses rétroviseurs avant de se diriger finalement vers notre vrai quartier. Jefferson n'a jamais su que nous étions partis et s'est probablement assis là pendant une autre heure à attendre pour rien. À la maison, tout avait l'air exactement pareil, mais tout semblait complètement différent. Sachant à quoi nous avions affaire. J'ai sursauté quand le chien de notre voisin a aboyé et j'ai continué à vérifier les serrures, même si je venais de les vérifier 5 minutes auparavant. Le bébé pleurait et je me demandais si quelqu'un dehors avait fait un bruit qui l'avait effrayé. Kyle est resté éveillé après que je me sois finalement endormie, assis près de la fenêtre, son téléphone prêt à appeler le 911. Nous avons échangé les tours à 3 heures du matin quand le bébé avait besoin d'être nourri et j'ai pris la relève. Aucun de nous n'a dormi plus de 2 heures d'affilée ces premières nuits. Chaque voiture qui passait nous faisait nous immobiliser et écouter jusqu'à ce qu'elle passe. La sonnette a retenti notre 3e jour à la maison et nous avons tous les deux paniqué jusqu'à ce que nous voyions Cyrus à travers l'œilleton. Il est entré avec une boîte contenant un système de caméras de sécurité que le fonds des victimes avait payé. Il a passé 2 heures à l'installer sur notre Porsche et nous a montré comment vérifier le flux depuis nos téléphones. Il l'a positionné pour couvrir tout le jardin avant et le trottoir afin que nous ayons une vidéo de toute personne s'approchant. Pendant qu'il travaillait, il a pris d'autres photos des messages menaçants sur mon téléphone pour le dossier pénal. Il nous a dit que le procureur prenait cela au sérieux et construisait un dossier solide pour le moment où Jacqueline serait suffisamment stable pour faire face à des accusations. Le lendemain matin, j'ai trouvé une boîte en carton sur notre Porsche qui n'y était pas la veille au soir. La caméra de sécurité a montré que maman l'avait laissée à 5h100 du matin, alors qu'il faisait encore noir. À l'intérieur se trouvèrent des vêtements de bébé, de quand Jacqueline et moi étions petites. Tous lavés et pliés parfaitement. Sa note disait qu'elle nous aimait, mais qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Elle a promis de respecter nos limites, mais elle espérait que nous savions qu'elle pensait à nous. J'ai pleuré en tenant ces petits vêtements, me souvenant quand les choses étaient simples et Jacqueline n'était qu'une petite sœur qui m'agaçait. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné avec le numéro de l'hôpital, et mon estomac s'est noué, pensant que quelque chose était arrivé à Jacqueline, mais c'était le docteur Sanford qui appelait avec une mise à jour sur l'état du bébé. Elle a dit qu'il avait commencé à respirer par lui-même pendant 15 minutes à la fois sans le ventilateur. Ses scanners cérébraux semblaient si meilleurs que prévu, bien qu'ils ne connaîtraient pas l'étendue complète avant qu'il ne soit plus âgé et n'atteigne les étapes de développement. Le pronostic était passé de critique à grave, mais stable, ce qui aurait dû me rendre heureuse. Au lieu de cela, je me suis sentie coupable de souhaiter qu'il reste assez malade pour que Jacqueline ne puisse pas l'utiliser contre nous d'une manière ou d'une autre. 4 jours plus tard, le téléphone de Kyle a sonné à 2h du matin avec un numéro que nous ne reconnaissions pas. La messagerie vocale était la voix de Jacqueline, tremblante et furieuse, disant que nous avions détruit sa vie et volé l'avenir de son bébé. Elle a divagué pendant 3 minutes sur la façon dont nous avions mis tout le monde contre elle et ruiné sa chance d'être mère. Kyle a appelé Cyrus immédiatement, même s'il était au milieu de la nuit, pour signaler l'infraction. Cyrus a dit qu'elle avait dû utiliser le téléphone d'un autre patient du centre de santé mentale, ce qui était une faute grave. L'audience d'ordonnance de non-communication était prévue pour ce vendredi, et le juge est apparu à l'écran de notre ordinateur portable depuis sa salle d'audience. Il a examiné la pile de preuves que Cyrus avait présentée, y compris les images de sécurité et le message vocal de cette semaine. Il nous a posé quelques questions sur des incidents spécifiques et si nous sentions que notre sécurité était en danger. Après 20 minutes, il a prolongé l'ordonnance temporaire à 1 an complet avec des sanctions pénales si elle était violée.
Il a précisé que toute tentative de contact entraînerait une arrestation immédiate une fois qu'elle serait sortie de sa mise en observation psychiatrique. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai commencé à trembler et Kyle a dû terminer de répondre aux dernières questions du juge. 2 semaines plus tard, Olympia a appelé pour nous dire qu'ils avaient retrouvé un endroit pour le bébé de Jacqueline chez les parents de son père en Oregon. Les grands-parents étaient stables, financièrement sécurisés et n'avaient aucun casier judiciaire ni comportement préoccupant. Ils avaient déjà commencé le processus de placement interétatique et prendraient la garde dès que le bébé serait médicalement autorisé à sortir. Elle m'a confirmé que nous avions officiellement été retirés de la liste des personnes considérées comme soignants, ce qui m'a semblé comme un grand poids enlevé de mes épaules. Je me suis sentie coupable de me sentir soulagée, mais je savais aussi que nous ne pouvions pas gérer cette situation en plus de tout le reste. Kyle a programmé un appel vidéo avec la famille élargie pour ce dimanche afin d'établir des limites claires pour l'avenir. 23 membres de la famille se sont joints à l'appel, bien que la moitié d'entre eux avaient leur caméra éteinte. Kyle s'est occupé de la majeure partie de la conversation, expliquant que nous enverrions un courriel de mise à jour mensuel, mais que nous ne répondrions pas aux messages textes ou aux appels individuels. Il a dit qu'il n'y aurait pas de visite surprise et que quiconque partagerait des informations avec Jacqueline serait complètement exclu. La plupart d'entre eux ont accepté, bien que la tante Chloé ait continué à dire que nous étions trop durs avec quelqu'un qui était clairement malade. L'oncle Jeffrey nous a soutenus, rappelant à tout le monde que la maladie mentale n'excusait pas le comportement criminel ou les menaces. L'appel s'est terminé par un silence gênant, mais au moins tout le monde savait où nous en étions. Maman a appelé 3 jours plus tard pour me dire qu'elle s'était inscrite à une thérapie au centre de santé mentale communautaire et qu'elle avait trouvé un groupe de soutien qui se réunissait tous les mardis pour les familles aux prises avec des proches atteints de maladies mentales. Elle s'est rendue elle-même à la première réunion cette semaine-là et s'est assise en cercle avec 12 autres personnes qui comprenaient ce que c'était d'aimer quelqu'un dont le cerveau fonctionnait différemment. La thérapeute lui a donné des feuilles de travail sur la façon d'établir des limites et de reconnaître les comportements de facilitation, qu'elle a effectivement remplies au lieu de les laisser traîner dans un tiroir. Elle a commencé à tenir un journal où elle écrivait toutes les fois où elle avait trouvé des excuses au comportement de Jacqueline au fil des ans. Des pages et des pages d'incidents qu'elle avait écartés comme du drame adolescent ou de la rivalité fraternelle. Le chef du groupe de soutien a expliqué comment la maladie mentale peut s'aggraver sans traitement, et maman a finalement cessé de se blâmer de ne pas pouvoir tout réparer avec suffisamment d'amour et de patience. Cyrus a appelé ce vendredi pendant que j'essayais de comprendre le tire-lait. Sa voix était objective alors qu'il expliquait que la chirurgienne sans licence avait accepté un accord de culpabilité pour avoir pratiqué la médecine sans licence et mis en danger un enfant. La femme a obtenu 5 ans dans une prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle en 3, bien que Cyrus ait dit qu'elle purgerait probablement sa peine complète compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé. Il a mentionné que Jacqueline ferait face à ses propres accusations une fois que les médecins la jugeraient mentalement compétente pour être jugée, ce qui pourrait prendre des mois, voire 1 an, selon la progression de son traitement. Le procureur construisait un dossier pour mise en danger imprudente d'un enfant et potentiellement tentative de meurtre s'il pouvait le prouver qu'elle connaissait les risques pour son bébé. J'ai trouvé un groupe de nouveaux parents à la bibliothèque qui se réunissait le mercredi matin. Seulement 8 mamans avec des bébés de moins de 6 mois, assises sur des tapis de yoga à parler de choses normales comme la dermatite des fesses et si la formule biologique valait le coût supplémentaire. Personne ne connaissait ma sœur, ni l'ordonnance de non-communication, ni le bébé qui luttait pour sa vie en néonatologie. Ils me voyaient simplement comme une autre maman fatiguée, essayant de comprendre tout ça de la parentalité. Nous avons échangé des notes sur les techniques d'emmaillotage et partagé des recommandations de pédiatre, et je me suis sentie comme une personne normale pour la première fois depuis des mois. Le chef du groupe a apporté du café et des muffins faits maison, et nous nous sommes relayés pour tenir les bébés des autres quand quelqu'un avait besoin d'une pause pour aller aux toilettes, ou juste d'1 minute pour boire son café tant qu'il était encore chaud. Le centre de santé mentale a appelé Kyle pour nous informer qu'il transférait Jacqueline dans un centre de traitement à plus long terme, spécialisé à 2 heures de distance, axé sur la psychose postpartum et les troubles liés au traumatisme. La coordinatrice des admissions a expliqué qu'elle y serait pendant au moins 6 mois, potentiellement plus, sans date de sortie définie jusqu'à ce que l'équipe de traitement estime qu'elle est suffisamment stable pour des soins ambulatoires. Ils avèrent des politiques de visite strictes et toute communication devait d'abord passer par l'équipe clinique, ce qui signifiait que l'ordonnance de non-communication resterait pleinement en vigueur, même pendant son hospitalisation. Le centre était spécialisé dans les cas comme le sien,
où des accusations criminelles étaient en suspens parallèlement au traitement de santé mentale et à des protocoles de sécurité pour empêcher les patients de partir sans autorisation. Le docteur Sanford nous a rencontrés dans le parking de l'hôpital lors de notre contrôle de 2 semaines, car elle venait de voir le bébé de Jacqueline dans la chambre de soins intermédiaires. Elle a expliqué que ses scanners cérébraux montraient certaines zones de préoccupation qui se traduiraient probablement par des retards de développement. Bien qu'ils ne connaîtraient pas l'étendue complète avant qu'elle ne soit plus âgée et n'atteigne les étapes de développement. Les grands-parents de l'Oregon étaient arrivés et apprenaient à manipuler sa sonde d'alimentation et à surveiller ses niveaux d'oxygène pour le moment où ils pourraient enfin la ramener à la maison dans 1 mois ou 2. Elle nous a remis une photo qu'on lui avait demandé de partager, juste un petit bébé dans un body qui disait « petit combattant » avec des tubes et des fils attachés, mais les yeux grands ouverts, et elle ressemblait exactement à Jacqueline sur les photos de bébé que maman gardait sur la cheminée. Kyle s'est assis ce soir-là avec son ordinateur portable et a créé un système de communication familiale à l'aide d'un courriel de groupe qui serait envoyé 1 fois par semaine avec des mises à jour de base sur le bébé et rien d'autre. Il n'y aurait pas de messages texte ni d'appels téléphoniques individuels, sauf en cas d'urgence réelle. La situation de Jacqueline ne serait pas discutée, sauf si elle affectait directement notre sécurité. Aucune photo ne serait partagée sur les réseaux sociaux où elle pourrait les voir un jour. Il a configuré une réponse automatique pour tout membre de la famille qui tenterait de nous contacter en dehors du courriel hebdomadaire, les redirigeant poliment vers les limites que nous avions établies. Le système semblait froid mais nécessaire, nous donnant l'espace pour être de nouveaux parents, sans le drame familial constant, tout en maintenant une certaine connexion pour les membres de la famille qui avaient respecté nos limites. J'exprimais du lait supplémentaire tous les matins et Kyle l'emmenait à l'hôpital dans une glacière marquée pour le programme de don de la néonatologie, ainsi que des vêtements de prématurés que nous avions achetés au cas où notre fille naîtrait prématurément. La coordinatrice de la néonatologie n'a jamais demandé pour qui c'était, mais je pense qu'elle le savait, nous donnant un petit signe de compréhension lorsque Kyle déposait les fournitures au comptoir. Nous n'avons jamais rendu visite directement au bébé de Jacqueline, mais cela nous a semblé être la bonne quantité d'aide. Soutenir un enfant innocent sans nous mettre à nouveau en danger. Lors d'une tétée à 2 ans du matin, alors que la maison était complètement silencieuse à l'exception de la machine à bruit blanc, j'ai tenu ma fille contre ma poitrine et j'ai senti son petit battement alors qu'elle buvait. Le drame familial n'était pas résolu et ne le serait probablement jamais complètement, mais nous avions construit des murs autour de notre petite famille qui semblaient suffisamment solides pour la protéger du chaos. Mon téléphone était silencieux sur la table de chevet. Pas de messages textes en colère, ni de messages vocaux coupables. Juste une obscurité paisible et les doux sons de ma bébé qui respire. C'est tout pour l'instant. Merci de m'avoir accompagnée et d'avoir exploré tous ces petits détails avec moi. À la prochaine fois. Abonnez-vous pour plus de contenu de ce type.